Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle de l'année 2022. Alors, à toutes et à tous, bonne santé et surtout une bonne et heureuse année. Un retour en politique active, est-ce que c'est possible pour mon invité? Est-ce que la politique lui manque au moment où l'on se parle? Et en deuxième partie d'émission, nous allons parler d'une petite aventure ou mésaventure qui lui est arrivée l'automne dernier et qui s'est heureusement très bien terminée. Alors, avec grand plaisir, je reçois mon invité qui était ex-député d'Abitibi-Témiscamingue pour le NPD et aussi analyste politique, Mme Christine Moore. Madame Christine, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous. Bien, merci beaucoup. C'est un peu drôle et pas drôle. C'est parce qu'on s'est parlé avant d'entrer en ondes. Dans la deuxième partie de l'émission, il est arrivé un petit problème à Mme Moore. On va en parler plus en profondeur. Heureusement, ça s'est très bien terminé. Elle est ici en pleine forme à côté de moi, mais ça l'a marqué un peu. On voit assez souvent des retours en politique et vous avez siégé à Ottawa comme député de l'Abitibi-Témiscamingue pour le NPD. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, la politique, est-ce qu'elle vous manque au moment où l'on se parle? Bien, c'est sûr que il y a la partie débattre d'idées que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime ça, débattre de ses idées. Je suis quelqu'un aussi qui est très pratico-pratique, qui aime ça, arriver avec des solutions. Fait que cet aspect-là de pouvoir un peu plus débattre, contribuer, me manque. Mais il y a beaucoup aussi de désavantages avec la vie politique qui font en sorte que ça devient difficilement réconciliable avec ce que je fais. Il reste aussi que, j'ai fait de la politique fédérale, mais j'ai jamais été au niveau provincial, j'ai jamais été, il y a d'autres aspects aussi qu'on peut être impliqué en politique, juste aussi au niveau syndical, où est-ce que les postes de dirigeants de syndicaux, c'est des postes politiques aussi. Oui, donc, oui. L'engagement politique n'est pas juste versus les partis politiques et pas juste au niveau comme député, mais oui, effectivement, des fois, ça me manque cet aspect-là. Est-ce que vous la suivez activement, la politique? Parce que quand on a trempé dedans et on sort, mais habituellement, on veut toujours suivre. OK, lui, je l'ai connu, il faisait telle chose, etc. Est-ce que vous suivez la politique active? Oui. Oui, quand même. Il y a beaucoup de... je dirais peut-être au niveau fédéral, j'ai tendance à suivre toutes les courses au leadership de tous les partis confondus parce que je connais beaucoup de personnes là-dedans. Il y en a beaucoup que j'ai connues personnellement. Fait que même si c'est pas au NPD, ça devient intéressant de voir comment ils vont réussir à amener ce qu'ils veulent amener. Fait que oui, c'est sûr que peut-être pas autant que quand j'étais en politique active, là, parce que, tu sais, veux pas, il reste aussi quand j'étais en politique active, ça faisait partie de mon travail d'être au courant un peu de tout ce qui se passait. Maintenant, un peu moins, mais si je compare, tu sais, avec une population un peu plus générale, oui, je le suis encore beaucoup, là. Parce que on classe, disons, la politique, on la classe en 3 sections. On a le fédéral, qui est à la grandeur du pays, le provincial, le municipal. Vous avez été à l'échelon supérieur en commençant. Vous avez été au fédéral, que l'on dit que, c'est la grosse politique. C'est sûr que j'ai eu de l'implication au niveau syndical aussi. OK, là, oui, exact. Ouais. OK. Fait que, mais... Quand vous m'avez dit tantôt que vous suivez, oui, la politique, mais advenant un retour en politique, est-ce que le provincial pourrait vous intéresser? Dans le fond, tu sais, c'est... le provincial aussi est intéressant parce que, tu sais, il y a le volet de la santé qui est quand même une de mes expertises. Fait que oui, il y a un certain aspect, puis il y a beaucoup d'enjeux au niveau provincial en santé qui n'avancent pas, en particulier avec les infirmières, qui
pourrait débloquer. Mais il y a toujours la question des partis politiques, d'adhérence, si on peut dire, un peu. C'est ce qui vient difficile, c'est où est-ce que quand tu te sens pas tout à fait à ta place, un peu nulle part. Ben, tu sais, j'ai certainement pas l'énergie de créer ma place de toute pièce. Donc, c'est un peu ça. Mais, tu sais, je crois que ça dépend toujours de ce qu'on te propose quand on t'approche, de la marge de manœuvre que tu vas avoir par la suite. Oui, il y a beaucoup de questions qui rentrent. Puis du contexte aussi des personnes. Il y a des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, qui maintenant sont ailleurs, avec qui j'aime beaucoup travailler, qui ferait en sorte que peut-être je dirais, OK, avec cette personne-là, oui, j'ai le goût de me relancer, mais pas nécessairement avec telle autre personne. OK. Parce que pour ceux qui se posent la question, oui, elle était députée fédérale, mais aujourd'hui, elle a repris sa profession d'infirmière. Et je vous en remercie au nom de tout le groupe parce qu'on en a tellement de besoin. On n'embarquera pas dans ce sujet-là, mais seulement que vous avez été bien accueillis, j'en suis persuadé. Oui, effectivement. Votre ancien parti, le parti NPD, comment expliquez-vous son déclin au Québec? Parce qu'on sait que lors de la dernière élection, là, ouf, on dit un gros ouf parce que M. Singh n'a pas remporté à peu près rien au Québec. Mais comment vous expliquez? C'est sûr qu'on a le bon vieux Jack qui était au-dessus d'à peu près tout le monde. Et puis, en passant par M. Mulcair, on est rendu avec M. Singh aujourd'hui. Mais au Québec, le NPD, je m'excuse, mais c'est quasiment mort. Comment vous expliquez ça? Bien, je pense que c'est, oui, une question peut-être de chef qui a de la difficulté à lever, mais tu sais, on se rend compte aussi que, tu sais, il y a à peu près rien, là. Tu sais, les conservateurs n'auront pas eu une performance nécessairement plus importante au Québec que le NPD. Tu sais, oui, nous, on a juste un député, mais tu sais, en termes de pourcentage de vote versus, tu sais, les efforts qui ont été investis, c'est très difficile. T'sais, le Québec est extrêmement volatile. Au niveau fédéral, je te dirais que le Québec n'a pas d'adhérence profonde versus un parti et un autre. C'est pas les mêmes partis comparativement à l'Ontario, où est-ce que là, tu sais, c'est le Parti libéral, les conservateurs et le NPD, c'est exactement la même chose. C'est des partis jumeaux, il y a des partages d'informations. Tu sais, par exemple, en Ontario, ben si tu es membre du parti NPD provincial, tu es automatiquement membre du NPD fédéral. Tu sais, c'est comme... Ça va automatiquement ensemble. Ce qui n'est pas le cas au Québec. Oui, exactement. Puis je pense qu'au Québec, tu sais, le Bloc québécois est un peu un vote de repli. Donc, quand il n'y a rien qui est particulièrement intéressant, ben là, les gens font, bon, ben je vais me replier vers le Bloc québécois. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est très difficile au Québec. Il reste aussi qu'en temps de crise, les gens n'ont pas tendance à faire des transformations majeures au niveau politique. Donc, tu sais, on avait un député, on est resté à un. Il y en a qui ont eu des bonnes performances quand même, mais ça reste difficile. Puis, il y a la question aussi des finances des partis. Tu sais, il reste que pour tous les partis politiques de se représenter, contrairement aux provinciales qui ont permis d'établir un système où est-ce que le financement vient par les votes. C'est encore possible de collecter des fonds, mais c'est beaucoup plus limité parce que justement, on voulait limiter l'influence de l'argent. Fait que ça fait en sorte que les politiciens québécois peuvent se consacrer beaucoup plus à la politique qu'au financement. Mais au fédéral, on a fait le contraire. On a complètement coupé les financements par vote. Donc, ça fait en sorte que les partis politiques sont obligés de solliciter les gens financièrement pour survivre. Et, ben c'est plate à dire, mais c'est le parti au pouvoir qui attire l'argent parce que les gens, ben tu sais, achètent des billets d'événements dans l'espoir de pouvoir parler aux ministres. Donc, tu sais, ils sont pas intéressés à parler aux partis d'opposition. Donc, ça crée un système qui a malheureusement tendance à remettre en place les mêmes personnes parce que c'est eux autres qui disposent de visibilité.
Donc, surtout en temps de crise où est-ce que les gens ont moins d'argent, imprévisibilité financière, ça devient très difficile. Et surtout quand on tombe de gouvernement minoritaire à gouvernement minoritaire, ça fait que les partis d'opposition se retrouvent dans des situations financières assez précaires et qui ont de la difficulté à mener des campagnes, à soutenir les candidats financièrement pour pouvoir justement aller faire des gains. Donc, ils sont obligés de choisir. Donc, ça nous nuit beaucoup. Si vous aviez à revenir en politique active, est-ce que le NPD serait encore votre choix? Au niveau fédéral, actuellement, oui. Même avec la débâcle qu'il y a eu au dernier scrutin, puis même on sait qu'au Québec, entre autres, Jack Mincing a de la misère beaucoup. On dirait qu'il n'est pas accepté pour un paquet de raisons qu'on n'énumérera pas, là, mais seulement, il a de la difficulté, puis on dit que tant qu'il sera là, le NPD est mort au Québec. Oui, mais vous m'avez demandé où est-ce que je logerais. Oui. C'est évident que quand je prends ma direction politique, ma façon de voir les choses, au niveau fédéral, je me vois pas vraiment... je me vois pas vraiment ailleurs qu'au NPD. Oui, je suis quand même à gauche. Je trouve que je serais peut-être un peu plus... je suis peut-être un peu moins à gauche que certains autres membres. Là. Je ne ferais pas partie de la frange qui est vraiment plus à gauche du parti, mais présentement, oui, c'est où est-ce que je logerais au niveau fédéral. Là. Lors de la dernière élection fédérale, est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat général, parce que là, on parle de copier-coller, tout simplement, là, ou à peu près. Là. Mais est-ce que vous vous attendiez à presque la même chose? Pour ma part, je m'attendais à un gouvernement conservateur minoritaire. Finalement, M. O'Toole n'a pas réussi à performer au Québec, ce qui a fait que les libéraux ont réussi à se glisser. Mais je m'attendais à un gouvernement minoritaire. Je m'attendais pas à... Oui, c'est sûr que je ne croyais pas qu'aucun parti avait la force politique de décrocher une majorité. Et je crois pas qu'à la prochaine élection... on va se diriger vers une majorité claire à moins de catastrophes. On s'enligne vers des gouvernements minoritaires pendant une certaine période de temps. Puis on s'enligne aussi avec, j'ai l'impression, beaucoup de changements dans la direction des partis. Et j'entends par là, la question suivante, c'était est-ce que M. Jack Mincing sera encore le chef du NPD lors de la prochaine élection. Et on peut rajouter, est-ce que M. O'Toole sera là aussi? Est-ce que M. Trudeau sera là aussi? Ce sont toutes des questions là, que d'ici un an ou deux maximum. C'est sûr que M. Trudeau a dit qu'il voulait y être, mais je crois qu'il y a de plus en plus de pression à l'interne. C'est évident qu'un gouvernement qui a décroché une majorité et qui, après ça, s'en va en élection pour décrocher un gouvernement minoritaire et retourne en élection pour redécrocher un gouvernement minoritaire. Ce que ça veut dire, c'est que l'étoile de M. Trudeau a fait juste pâlir avec le temps. Donc, si les libéraux veulent un jour aller rechercher une majorité, ça te paraît de plus en plus évident qu'ils ne seront pas capables de le faire avec M. Trudeau à la barre. Il va falloir qu'ils aillent chercher un autre visage parce que sinon, on l'aurait vu dans les intentions de vote. Si les gens auraient encore voulu de M. Trudeau majoritaire, ça se serait reflété à la dernière élection, puis c'est pas ça qui se reflète présentement. C'est juste à cause de la faiblesse des autres chefs de parti que M. Trudeau est toujours premier ministre. S'il y avait eu, juste... si on pense au niveau du NPD, si c'est, par exemple, Thomas Mulcair qui aurait dû affronter encore en débat, je ne crois pas qu'on aurait en été au même résultat. Et je ne crois pas non plus... Je suis bien d'accord avec vous, oui. Et au niveau conservateur, si c'est M. Harper que M. Trudeau aurait dû affronter en débat, je ne crois pas qu'on serait non plus dans les mêmes résultats. Parce que si ça reste comme c'est actuellement, on se dirige presque assurément vers un autre gouvernement minoritaire. Là, ça va faire le troisième. Effectivement, il n'y a personne qui dégage une force actuellement politique pour aller chercher une majorité. Qui va le faire non plus.
Absolument Exactement. pas. Parce que je sais qu'il commence à être... il y a des discussions en coulisses. C'est sûr que les libéraux, avec un nouveau chef, à cause de la machine libérale qui est bien établie, pourraient peut-être retourner chercher une majorité. Mais actuellement, je ne crois pas que c'est possible de le faire avec M. Trudeau à la tête du Parti libéral. Parce que la prochaine élection, au moment où l'on se parle, mais ça ne sera pas avant 2 ans, au moins sinon 3, ce qui va arriver au moment où l'on se parle là, le seul chef qui est vraiment en selle, c'est M. Blanchette. Les autres... puis encore là, parce qu'on commence à parler provincial un peu, là, on commence à brosser un peu de choses. Oui, tu sais, M. Blanchette reste que... tu sais, il a quand même fermé les yeux sur beaucoup de choses quand il était gérant d'artistes de M. Lapointe. Et à quel point, c'est sûr que, présentement, comme tous les chefs étaient faibles, on est allé un peu par dépit, mais il reste que, selon moi, M. Blanchette, peut avoir beaucoup de squelettes dans le placard, même si même s'il n'a pas participé activement à quoi que ce soit, s'il a fermé les yeux sur certaines choses, et il le dit à demi-mot là, quand on lui parle de cette époque-là, où est-ce que dit qu'il y avait plus de mauvais côtés que de bons côtés à essayer de préserver M. Lapointe. Donc, tu sais, c'est ça. Lui aussi, ça peut être assez difficile. Et il y a des histoires qui ont finalement jamais abouti. Mais à quel point un jour ça peut revenir et frapper dur, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, il y a des choses qui vont sortir. Ça, c'est certain. C'est ça. Donc, tu sais, ça va dépendre à quel point les gens sont capables d'accepter tout ça. Mais, tu sais, même M. Blanchette a son lot de critiques, a pris certaines décisions contestables comme ministre de l'Environnement. Donc, tu sais, il n'est pas... c'est ça. Donc, pour chacun des chefs actuellement, c'est difficile. Oui, exactement. Quand vous avez été député à Ottawa, votre parti vous a donné le dossier des dépenses militaires et je me souviens très, très bien de ça. Puis je dois encore une fois, je l'ai fait déjà, puis je peux le refaire avec grand plaisir. Vous avez mené ce dossier-là d'une main de fer. Puis il y a un ex-député qui m'a dit, assis à votre place, là, que vous aviez pris du galon énormément et que vous maîtrisiez à la perfection ce dossier-là. Et je me souviens très bien de ça. Et cette personne-là, c'est Maître Marc Lemay qui avait dit ça. Et je me souviens de vous avoir entendu débattre de ce dossier-là en chambre. Et moi-même, je m'étais passé de la réflexion. Elle est solide. Et c'est vrai que vous maîtrisiez très bien ce dossier-là. Et j'aimerais vous poser une question sur ça, même si vous n'êtes plus là, mais vous suivez la politique aussi. On parle dans le futur, dans un prochain futur, des dépenses de l'armée, entre autres pour des frégates. On parle de dépenses de 77 milliards pour 15 navires, ce qui représente 5,1 milliards du bateau, comme on dit. Et ça pourrait monter à 100 milliards si on ajoute les avions. Est-ce que quand on doit regarder ces chiffres-là, puis on va faire juste une toute petite comparaison très, très, très vite parce que j'ai d'autres sujets, mais quand on parle de 77 milliards, on parle de 7 tunnels comme le 3e lien à Québec, on parle de 85 stations de métro à Montréal, on parle de 18 ponts comme le pont Samuel de Champlain à Montréal, on parle de 12 complexes hydroélectriques comme celui de la Romaine. C'est énorme. Mais est-ce que des chiffres de même, ça vous surprend? Les chiffres me surprennent pas tant que ça parce que il reste que les libéraux ont vraiment, de tout le mandat, si on peut dire, Chrétien et Martin, ont complètement désinvesti dans les forces armées au point où est-ce que ça en était pratiquement ridicule. Il y a plusieurs vétérans qui disent, on allait en mission, puis les Français avaient des jeeps blindés, puis nous, on avait des L6 avec des portes en toile. Les autres nous tiraient pas dessus juste parce qu'il y avait
pitié de nous autres. Tu sais, il y a eu vraiment, tu sais, une grosse période où est-ce qu'il n'y avait pas d'investissement militaire. Donc, tu sais, il y a eu un rattrapage. La problématique n'est pas tant les montants que l'absence totale d'analyse des besoins puis l'absence d'intégration avec nos alliés. Ça fait plusieurs années qu'on demande qu'il y ait des concepts de Smart Defense qui soient implantés. Donc, le concept de Smart Defense, c'est un peu de dire maintenant, il n'y a aucun pays qui a la capacité financière de maintenir, si on peut dire, toutes les forces opérationnelles. Dans le fond, de maintenir tout l'équipement qui est nécessaire pour être autonome pour se défendre. Donc, le concept de Smart Defense, c'est de dire, bien, par exemple, tous les alliés de l'OTAN se réunissent ensemble puis disent, bon, qui gère telle chose, et après ça, ben s'il y a à se défendre, ben on s'entraide entre nous autres. Donc, par exemple, des tout petits pays, ben il y a très peu d'avantages, par exemple, à avoir une force aérienne super puissante, parce que, tu sais, ils sont collés les uns sur les autres, ils n'ont pas un grand territoire à défendre. Donc, en fonction de la géographie, de la situation politique, etc., bien, tous les pays de l'OTAN pourraient déterminer quelle force opérationnelle ils déploient, quelle stratégie. Chacun déploie. Et, par exemple, ben, nous, au Canada, à cause de notre géographie, c'est sûr qu'un des avantages qu'on aurait, c'est de développer tout ce qui est nos capacités de guerre hivernale, de guerre en Arctique, donc d'avoir des équipements qui sont conçus pour affronter des températures extrêmes et qui feront en sorte, par exemple, qu'on pourrait éventuellement, s'il y a lieu, compétitionner avec les Russes. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment choisir en fonction de notre stratégie à nous. Mais là, présentement, ben, les avions de chasse, on suit les États-Unis, mais tu sais, à quel point, tu sais, c'est utile. Et, tu sais, et les F-35 ont été conçus en fonction des besoins des États-Unis. Ils n'ont pas été conçus en fonction des besoins canadiens, en développant les technologies que, oui, au Canada, on a besoin. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on continue à acheter des choses à la pièce sans avoir de vision d'ensemble. C'est un peu comme si on essayait de rénover une maison en achetant des morceaux ici et là, mais sans avoir aucun style, aucune vision d'ensemble. Donc, on se retrouve avec un paquet d'objets qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres, qui n'ont pas de logique. Des bons objets aussi. Et qui ne sont pas nécessairement utiles selon ce qu'on veut faire, nous. Donc, c'est beaucoup ça la problématique au niveau des achats militaires, c'est l'improvisation qui entoure chacun des achats. Ça ne vous surprend pas plus que ça? Les coûts, on s'attendait à des fortunes. Présentement, ce qui est dommage au niveau des avions de chasse, c'est qu'on se retrouve avec le Gripen et le F-35 comme les deux seuls autres avions. Moi, à mon avis, c'est sûr que bon, le F-35 est le seul de la 5e génération, mais au niveau de la 4e génération, on a exclu Super Hornet et d'autres n'ont pas le Gripen, Saab et le Eurofighter font pas partie des gens qui ont accepté de compétitionner. Donc, tu sais, c'est ça, on ne se retrouve pas nécessairement avec les meilleures options. Il y a beaucoup de problématiques techniques au niveau des F-35 qui ont été soulevées dans le temps. Et il y a aussi une question de futur. Tu sais, à quel point un avion avec un pilote au niveau de la défense aérienne et l'avenir? Est-ce qu'on va avoir des avions qui, finalement, dans 20 ans, ne seront plus nécessairement utilisés parce qu'on va être rendu exclusivement à utiliser des drones lorsqu'il est question? Et c'est ça qui n'est pas réfléchi présentement au niveau des dépenses en défense, c'est qu'il n'y a rien qui est intégré. On fait des achats à la pièce, mais sans savoir où est-ce qu'on s'en va, sans savoir c'est quoi nos priorités de défense, qu'est-ce qu'on veut développer comme capacité. Si on décide, par exemple, qu'on devient des experts... Une des expertises au Canada qu'on a développée, c'est la Disaster Assistant Response Team, donc l'équipe DART. C'est une équipe qui est formée pour se déployer dans des situations de tremblement de terre, des catastrophes. Donc, en l'espace de quelques heures, on est capable de déployer ces équipes-là, puis sur le terrain, de mettre en place tout ce que ça prend pour gérer le désastre et récupérer les blessés, etc. Oui, donc, si c'est une capacité qu'on voudrait développer puis faire partager avec nos alliés de l'OTAN, bien, ça nous prend l'équipement en conséquence, et c'est pas des avions de chasse si c'est cette capacité-là qu'on priorise. Mais comme on n'a pas de priorité de défense, ben c'est comme un peu
aller à l'épicerie sans liste Sans liste d'épicerie d'épicerie. et sans menu de la semaine. Et voilà. Donc, des fois, on fait des achats un peu C'est ça. stupides quand on défait notre Vous avez épicerie. bien raison. Très intéressant, Madame Moore, ce que vous expliquez là. Puis, merci de ces explications-là. C'est vraiment très apprécié. On va passer, il reste à peine 5 minutes. C'est correct. Il faut en parler parce qu'on a dit qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre dernier? Une petite mésaventure qui s'est bien terminée, mais qui aurait pu peut-être... Ben, tu sais, il reste que, tu sais, j'étais quand même préparée là, pour mon voyage de chasse, mais tu sais, dans le fond, j'ai fait une erreur. C'est un endroit qui est accessible juste par hydravion, et pour se rendre aux différents endroits de chasse, ben, il faut soit faire de la chaloupe, du canot, donc, tu sais, il n'y a aucun endroit qui est juste accessible directement à pied. Et quand j'ai voulu quitter ma chasse à la fin, ma cache à la fin de la journée, j'ai voulu passer par un sentier que j'avais passé avec mon partenaire il y a 2 jours avant. Et je me suis trompée d'endroit où est-ce qu'on rentrait. Et comme c'est un endroit qui est accessible juste par avion, ben tous les sentiers, c'est des petits sentiers. Et l'endroit où est-ce que j'ai rentré, ben j'ai probablement confondu un chemin que les orignaux prennent avec le sentier. Et finalement, ben, tu sais, j'ai marché. Et après un certain temps, j'ai fait « OK, non, là, je suis perdue. Il faut que j'arrête. Tu vas juste t'enfoncer. » Et c'était à la tombée du soir. Donc, la nuit s'en venait. Donc, si j'ai déjà fait de la navigation à la boussole la nuit, je sais que c'est plus difficile, que c'est plus facile de passer à côté du point. Oui, fait que là, c'est ben, dans le fond, j'ai fait, OK, il faut que tu arrêtes de marcher. Donc là, j'ai essayé d'établir le contact avec mon partenaire parce que j'avais peur qu'il Parce que là, vous s'inquiète. étiez seul. Oui. Dans le fond, lui, il était complètement au sud. Il y avait un lac qui nous séparait. Et, mettons, pour se rendre où est-ce que j'étais, ben, il y avait comme un sentier à marcher 10 minutes. Et après ça, il fallait faire 10 minutes de canot. Mais là, le problème, c'est que le canot n'était pas du bon bord du lac non plus. Parce que moi, j'étais partie avec le canot. Fait que là, mon partenaire a dû traîner un canot tout seul dans le sentier pour venir me rejoindre. Ça, c'était... Est-ce qu'il faisait noir, là? Oui. Moi, j'ai parti... ben, tu sais, dans le fond, dès que, tu sais, j'ai admis que j'étais perdue, là, j'ai fait, OK, bon... plan d'urgence, fait que j'ai dit, OK, un feu, ça va éloigner les animaux sauvages, ça va faire en sorte que s'ils décident de te chercher, après ça, ben, j'ai essayé d'établir la communication avec mon partenaire, fait que dans le fond, un petit peu après notre heure de rencontre, j'ai tiré un coup en espoir qu'il ouvre son radio. À ce moment-là, ben, j'ai pu lui expliquer que j'étais perdue, à peu près où, etc. Parce que, tu sais, il reste que lui... Avez-vous paniqué à un certain moment donné? Ben non, vous étiez sur le bord de paniquer, parce que quand même, c'était en forêt. Puis c'était loin, là, vous étiez très loin. Là. Non, parce que, tu sais, je savais que, tu sais, comment je peux dire? J'avais ce qu'il faut. Tu sais, dans le fond, le lendemain matin, j'étais correcte pour me débrouiller à la clarté avec ma boussole, mais il fallait que je fasse la nuit dans les pires des circonstances. J'étais pas blessée, j'avais... Vous avez dormi seul en forêt, là? Hein? Vous avez dormi seul? Non, finalement, mon partenaire a réussi à me rejoindre. Fait que, tu sais, dans le fond, en rétablissant le contact avec lui, ben, j'ai pu lui expliquer à peu près où est-ce que j'étais. Donc, il a décidé de venir me rejoindre, même si c'était pas ça qui était recommandé. Donc, grosso modo, il m'a retrouvé 3 heures après que j'ai été perdue. Puis, 1 heure plus tard, on était de retour au camp. Et 15 minutes après notre retour au camp, il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir. Et le lendemain, ça vous dit, il s'est mis à pleurer? Non. À pleuvoir. À pleuvoir, oui. Le lendemain, il y avait facilement un pied d'eau dans les chaloupes. Fait que, c'est sûr que ma nuit aurait été plus difficile. Qu'est-ce que vous avez fait, là, parce qu'il reste à peine 1 minute, qu'est-ce que vous avez fait que vous ne referiez pas? Juste, dans le fond, j'aurais dû retourner de bord dès que j'ai eu un doute, puis arrêter de marcher. En tout cas, ça s'est bien terminé, parce que vous êtes assise à côté de moi. Puis, je vous remercie beaucoup, Madame Moore. Très intéressant, cette entrevue-là. Puis, quand vous irez à la chasse, faites attention. Prenez le bon sentier. Oui, non, mais c'est correct. Je vais m'emmener un GPS, puis ça va m'aider. Merci beaucoup, Mme Moore. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.